Rebonjour sur Mobility TV en direct du Hall 3 du Mondial de l'Auto. La grande scène s'intéresse maintenant à un décollage imminent des taxis volants. Évidemment, on parle de voitures ici, mais les taxis volants, c'est pour dans pas si longtemps. On va le voir avec nos invités. On va d'ailleurs commencer par très vite se définir ce qu'il y a derrière ce terme qui peut paraître un peu futuriste. Je vous présente nos invités. Alban Negret, bonjour. Bonjour Aurélien. Vous êtes le directeur de l'innovation du groupe ADP, donc aéroport. On commence à comprendre qu'on est un peu moins les 4 roues sur le sol. À vos côtés, Jean-Christophe Drey. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes le directeur France de Volocopter. On va voir que vous fabriquez justement ces appareils et je vous laisserai le décrire de manière précise. Et puis Pierre de Châteaubourg. Bonjour Aurélien. Bonjour Pierre, merci à vous d'être là, cofondateur de CAPS. On parlera également de ce qu'est CAPS, un très joli projet français que vous portez avec Paul Chassé, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Paul Cassé. Cassé, voilà, exactement. Parce que je l'ai interviewé il n'y a pas longtemps. Mais voilà, c'est Châteaubourg et Cassé pour CAPS et on va en parler avec vous. Peut-être Jean-Christophe Drey, Volocopter, c'est vous qui les fabriquez, ces taxis volants. Comment on les définit? Des gros drones, c'est pas vraiment ça. Des petits hélicoptères, un peu plus. Ça rapproche un peu plus. Faisons voilà, de la pédagogie. Alors, pour faire simple, on parle d'avion, puisque on se rapproche. Carrément. Oui, c'est un avion, parce qu'il va être certifié. Alors, effectivement, on peut dire taxi volant, on peut dire drone, on peut dire hélicoptère. C'est ni un hélicoptère, ni un drone, ni un taxi. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Nouveau moyen de mobilité dans la chaîne de transport, dans et autour des villes. Avec donc effectivement, parce qu'on parle taxi volant, on va assez vite parler de l'objectif Paris 2024, d'avoir une démonstration d'expérience très concrète. Mais effectivement, on verra qu'il y a beaucoup d'usages et pas uniquement le transport de personnes. Alban Negret, du coup, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes au Mondial de l'Auto quand on est chez ADP, Aéroport de Paris? Et qu'est-ce qui est important dans la mise en place de ces nouveaux engins, donc ces petits avions dans l'espace aérien? Qu'est-ce qui est en train de se passer chez ADP? Alors, il va falloir qu'ils atterrissent quelque part, forcément, et qu'ils décollent d'autres points. Et donc, c'est pour ça que nous, très tôt, on s'est intéressé à ces nouveaux engins. Et en plus, c'est une nouvelle frontière stratégique parce que c'est la basse altitude. C'est entre 0 et 300 mètres qui vont voler. Et c'est un domaine qui est jusque-là plutôt vide, plutôt inexploré. Ça vient vraiment en plus de ce qu'on avait jusqu'à maintenant sur nos aéroports. Effectivement, et on va parler avec vous de ce qui est en train de se passer, notamment du côté de Pontoise, d'une expérimentation, de l'aéroport du futur. Eh bien, c'est aussi intégrer ces nouveaux appareils. Je donne la parole rapidement également à vous, Pierre de Châteaubourg. Donc, CAPS, vous le définissez comment, vous? Une capsule volante? Ah oui, c'est le principe de notre véhicule. C'est ça. Une capsule portée par un drone. Donc, nous, finalement, comme la technologie utilisée pour les balbutiements de la voiture volante, c'est la même technologie que les drones. Ouais. Nous, on a cette association. Alors, c'est sûr que le jour où on veut voler en ville, il y aura tout l'aspect législatif qui nous rapproche. Évidemment, on va en parler. On sera beaucoup plus proche de l'avion et du domaine aéronautique. Mais jusqu'ici, c'est ce sur quoi on travaille, oui. Oui. Et justement, Jean-Christophe Drey, Volocopter, donc vous êtes le patron France pour faire simple, mais vous êtes présent évidemment dans beaucoup de pays. Il y a plein d'expérimentations, que ce soit Singapour ou dans d'autres villes européennes. Qu'on comprenne bien, là, on en est où pour l'instant quand on parle justement de ces petits avions, ces taxis volants? Est-ce qu'on est encore dans la phase d'expérimentation ou est-ce que là, on peut se dire que très vite, on va pouvoir l'imaginer comme une option de mobilité dans les grandes villes? Alors, on est en phase de certification. Donc, pour faire simple, tous les avions qui volent dans le ciel dans un espace aérien ouvert et contrôlé sont certifiés par l'Agence européenne de sécurité aérienne, ce qui leur permet de leur donner la certitude qu'on ne va pas avoir d'accident. Donc, les avions commerciaux, ils sont tous certifiés comme ça. Donc, on est en train de faire certifier le Volocity, qui est l'avion de place prévu pour être mis en place en 2024 à Paris. Et ça vole déjà. Ça vole déjà. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est ça. Ça vole cette année à Pontoise, en France. Vous avez volé dans plein d'autres pays dans le monde. Et c'est plus de la science-fiction. On n'est plus dans le 5e élément. On est dans la réalité. Et effectivement, Alban Negret, sur Pontoise, vous l'avez dit, donc aérodrome de Pontoise, depuis un peu plus d'un an, il y a cette expérimentation en lien avec la RATP également. Et la preuve que c'est vraiment
imaginé comme une option de mobilité pour aller d'un aéroport à un centre-ville, par exemple. Donc concrètement, où est-ce que vous intervenez et qu'est-ce qui est en train de se passer là en ce moment à Pontoise? Alors, à Pontoise, c'est vraiment mettre toutes les briques ensemble et les tester dans un environnement réel. C'est un vrai aérodrome. Il y a une tour de contrôle, il y a des pompiers aéronautiques, il y a des pistes, il y a d'autres appareils dans ce ciel de Pontoise. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit possible pour préparer ensuite le terrain à une démonstration en environnement réel lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, dans le centre de Paris et sur un aéroport comme Roissy ou Le Bourget. Donc ce que l'on peut imaginer, en tout cas le projet, je crois, c'est effectivement Roissy, La Défense, Orly, Port de Versailles, par exemple, hein, là où on est, je crois que c'est l'idée. Alors, ou peut-être pas forcément Port de Versailles, mais en tout cas pas loin. Deux liaisons, une à l'ouest entre Paris et Versailles, oui, l'héliport de Paris et l'aérodrome de Saint-Cyr. C'est ça. Et une nord-sud, le centre de Paris vers Austerlitz, Le Bourget et Charles de Gaulle, l'aéroport de Roissy. Donc là, c'est globalement après-demain. Dans l'aéroport du futur qu'imagine ADP, peut-être qu'on peut dire un mot de ce que seront ces vertiports. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle justement le lieu d'où part et d'où arrivera ce petit avion, notamment le Volocity de Volocopter. Comment vous anticipez ça? C'est intégré dans un aéroport existant? C'est forcément ailleurs? C'est intégré dans l'aéroport. Ouais. Le but, c'est de faciliter l'arrivée des passagers, c'est de gagner du temps. Oui. C'est des petites installations. On ne parle pas de grandes transformations, de grands aménagements. C'est un petit bâtiment, une petite piste pour atterrir, et puis ensuite des contrôles très, très rapides, très fluides, pour ensuite aller prendre un avion conventionnel pour ce qui est du transport de personnes. Oui, c'est ça. Jean-Christophe Drey, justement, c'est important là cette mise en place des vertiports. Ça va accompagner le développement, évidemment, des appareils de Volocity. Alors, comme le disait Alban, c'est crucial parce que si on n'a pas d'endroit pour atterrir et pour décoller, c'est sympa d'avoir la technique, avions, mais bon, ça. On fera rien. Donc effectivement, c'est extrêmement important pour nous et on insiste sur le point que l'idée, c'est pas de refaire un aéroport, mais c'est vraiment d'avoir quelque chose de différent qui va aller vite, qui va permettre rapidement de pouvoir embarquer dans ce type de nouveaux moyens de transport et qui va permettre d'aller vite, notamment sortir de l'aéroport rapidement pour aller vers le centre-ville. C'est vraiment cette idée-là. Et je reviens sur le fait que ça vole, effectivement. On a conduit à peu près plus de 1500 campagnes de démonstration et d'essais depuis 3 ans dans le monde entier. Et effectivement, à Pontoise, on a volé 3 ou 4 fois depuis le début de l'année et on va recommencer dans très peu de temps. Donc il y aura un aspect inédit pour Paris 2024. Est-ce que dans d'autres pays, d'autres continents, on est plus avancé ou pas forcément? Allez-y tous les deux. Moi, j'ai envie de dire que non. Ce qui est vraiment magique dans ce développement à Paris, c'est qu'on est en pointe. Il y a 3 ans, tout le monde nous disait Paris sera la dernière ville dans le monde où vous aurez ce type d'appareil dans le ciel, parce que les Français sont pessimistes, parce que tout ce qu'on entend généralement sur la France. Et non, et là en 3 ans, je pense qu'on a inversé la tendance avec notamment Volocopter, avec la RATP, avec la région Île-de-France, et on est en train de le faire, d'être vraiment pionnier sur ce secteur. C'est effectivement très concret du comté de Pontoise. Pierre de Châteaubourg, déjà peut-être votre regard sur cet aspect très concret qui est en train de se mettre en place. Et puis vous, CAPS, à quel moment vous vous êtes dit, bon allez, la capsule volante, c'est pas juste un petit dessin et un rêve, on y croit vraiment et on s'y met concrètement? Alors, ma vision finalement est un peu la même, effectivement, d'un point de vue technologique, c'est déjà une réalité. Ouais. Alors nous, on s'y est mis début 2018, alors on est 3, il y a Paul, il y a aussi Kevin Lauer qui est le 3e associé. Très bien. Donc à l'époque, on était tous les 3 chercheurs à l'école normale et on s'est lancé comme défi d'essayer de faire de la mobilité aérienne une réalité, mais une réalité accessible, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, quand on parle de voitures aériennes, surtout avec ADP, on parle d'héliport, d'endroits où ça a besoin d'atterrir. Oui. Nous, on a essayé de développer finalement une solution la plus petite, la plus discrète possible, avec une faible emprise au sol, avec finalement le rêve. Là, on est peut-être encore un peu dans la fiction, mais que ça puisse finalement s'inscrire dans notre vie de tous les jours et dans l'environnement urbain, dans des villes, ça peut être Paris, mais ça peut être aussi des plus petites villes comme Dijon, Bordeaux. Bien sûr. En tout cas, c'est notre objectif et c'est ce sur quoi on travaille. Ce qui est intéressant, Jean-Christophe Drey, c'est que justement, il y a différents types d'appareils qui peuvent faire partie de cette mobilité aérienne. Alors oui, il y a un peu plus de 400 projets qui sont recensés aujourd'hui dans le monde, de constructeurs, concepteurs, d'idées,
en balaye extrêmement large, donc de ce principe d'atterrissage et de décollage vertical, donc qui permet de réduire l'empreinte au sol, et puis d'avions électriques surtout, donc pas d'émissions en vol, et réduction des nuisances sonores. Oui, on va en parler. Ça, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, nous, on est les premiers, Volocopter, puisqu'on va être les seuls à être certifiés en 2024, et comme le disait Alban, effectivement, Paris, ça va être une première mondiale. Bon, bah c'est bien de le souligner, de faire un peu cocorico quand on peut le faire, évidemment. Donc on disait vertiport, décollage vertical pour gagner en place prise, on l'a compris. L'idée, c'est aussi d'avoir cet aspect acceptabilité. Genre, c'est quoi ces gros trucs au-dessus de nos têtes là, vous l'avez dit, d'habitude, c'est un espace aérien qui est vide, à part peut-être 2-3 oiseaux et des nuages. Mais en tout cas, comment on arrive à travailler sur cette acceptabilité, que ce soit la nuisance sonore, en tout cas la réduire au maximum, et puis justement sur se dire, devenez habitués, c'est normal, il y aura petit à petit ce genre d'engin qui arrive au-dessus de vos têtes. Alors, la méthode, c'est vraiment au cœur de ce test Sapontoise, c'est de pouvoir faire venir, d'avoir un lieu physique où vous pouvez venir voir, constater justement l'empreinte acoustique typiquement de ces véhicules, constater que c'est une réalité et constater que finalement, ça va pas vous déranger dans votre quotidien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça ne va pas être non plus partout au-dessus de nos têtes. Il y aura des couloirs bien précis. Et puis, où aujourd'hui, vous avez par exemple des hélicoptères, alors qu'ici, vous avez un appareil qui fait 4 fois moins de bruit qu'un hélicoptère. Donc, finalement, ça va assez bien s'intégrer dans des couloirs bien précis et pas partout, n'importe comment. On fait ça avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, vous imaginez bien, on fait ça en toute sécurité et c'est ce qui nous anime, nous, chez ADP. Et pour Volocopter, l'idée c'est forcément de s'adapter à la réglementation qui est en cours et en tout cas de voir en France voilà comment on peut faire. Peut-être que dans un autre pays ce sera différent. Il faut s'adapter ou est-ce qu'au final la logique se retrouvera un petit peu partout de la même manière ? Alors en tous les cas, au niveau européen, ce sera la même partout, puisqu'on a la chance d'avoir une agence de la sûreté aérienne qui est européenne. Donc il y aura cette norme, voilà. Okay. Voilà, la certification viendra de l'Europe et permettra de voler dans tous les pays européens de la même manière. Donc cette certification, elle nous donne une certitude en termes de sécurité et de sûreté. Donc effectivement, c'est pas la peine de se dire tiens, quand est-ce que ça va tomber ? C'est pas fait pour tomber. Voilà, mais c'est des questions qu'on entend parfois effectivement sur cette notion d'acceptation. Et sur le bruit, effectivement. Ouais. Et sur les nuisances sonores, Volocopter et ADP, là vous êtes vraiment, et avec la RATP on l'a dit, en train de justement prendre des mesures tout simplement. Vous l'avez dit, c'est 4 fois moins bruyant qu'un hélicoptère, c'est ça ? C'est ce qu'il faut avoir en tête. Ouais. On l'a mesuré très précisément en mars dernier. On a mis 30 micros sur l'aérodrome. On a fait passer l'appareil dans plein de configurations différentes. Ouais. Maintenant, on est capable de le modéliser et de le mettre en situation réelle dans un aéroport ou dans une ville et d'écouter et de voir ce que ça fait vraiment. Ouais. C'est important forcément. J'imagine que quand les villes se disent bah oui, ça peut être intéressant, les grandes métropoles ou autres, il faut prendre ça en compte dès le début, dès la conception peut-être même de l'appareil. Oui, alors ça c'est un sujet effectivement préalable à la fabrication de la machine et donc au moment de son design, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Et on parle bien d'aller dans la ville ou autour de la ville ou très proche de la ville. Oui. Donc ça veut dire proche des habitations. Donc l'idée, c'est pas de venir créer une nuisance supplémentaire, mais bien de pouvoir dire ce moyen de transport, il est intéressant parce que il va effectivement générer moins de nuisances que quelque chose d'existant. Donc on le compare souvent à un hélicoptère, mais même par rapport à une voiture. Oui. On est vraiment très peu bruyant et c'est un des objectifs premiers qu'on a mis au cœur du développement de l'appareil. C'est vraiment pas un hélicoptère, c'est vraiment pas un drone, c'est quelque chose de nouveau, il faut le voir pour le croire. C'est un bruit on pourrait avoir cette même conversation avec l'appareil à 50 mètres, on s'entendrait très bien. Oui, c'est effectivement l'idée qu'il faut s'en faire. Même question pour vous, Pierre de Châteaubourg, dans la conception de ce que vous êtes en train d'imaginer du côté de CAPS. Évidemment, cet aspet sonore, vous le prenez en compte. À quel moment ça se décide d'ailleurs ? Alors pour nous, ça se réfléchit vraiment dès le début, finalement, on a travaillé directement sur l'acceptabilité. Comment est-ce que nous, on s'imaginait utiliser ça dans nos propres villes ? Et effectivement, le bruit est un des facteurs premiers. C'est pour ça, la taille, le poids de l'appareil, il y a une forte corrélation avec le bruit. Et donc, du coup, plus petit l'appareil, plus faible est le bruit. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu se focaliser sur cet aspect autonome, donc sans pilote,
monoplace, pour avoir vraiment le truc le plus compact possible. Et après, du coup, en termes de configuration de bruit, il y a vraiment deux situations possibles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand l'appareil, même volocoptère, est en l'air, on l'entend très peu, pas forcément plus brillant qu'une voiture. Mais donc, du coup, pour implémenter ce service... Pas plus bruyant que les cartes électriques qui sont juste, juste là derrière. Mais il faut aussi s'imaginer que c'est à l'atterrissage que ça va faire le plus de bruit. Et donc, du coup, si on veut implémenter ce service en ville, il faut vraiment penser finalement d'où l'utilisateur va décoller, parce que c'est là où il y aura finalement le plus de gêne. Allez-y. Oui, si je peux rebondir sur le sujet. Donc effectivement, ça rejoint aussi ce que disait Alban tout à l'heure. Quand on modélise un vertiport, et tu évoquais Austerlitz, on va dessiner les couloirs de bruit grâce à ces mesures et on va être capable de dire, alors oui, effectivement, les phases d'atterrissage et de décollage, c'est là où on a besoin de la puissance, parce qu'il faut pouvoir soulever la machine et puis il faut pouvoir la retenir. Donc c'est le même principe pour tous les aéronefs, de toute façon. Donc là, on sait quel est le bruit perçu, quel est le bruit réel, quel est le bruit toléré, et surtout, il y a des normes en France. Donc, on doit respecter ces normes-là. Donc, effectivement, quand on construit un vertiport, ou quand on réfléchit à un emplacement d'un vertiport, notamment en environnement urbain ou périurbain, on va tout de suite regarder cet aspect-là. Et c'est justement là où vous intervenez avec la DGAC sur ces aspects de justement, alors là c'est au-delà même de l'acceptabilité, c'est vraiment la réglementation. À quelle hauteur ils peuvent voler, vous l'avez dit au début ? Entre 0 et 300 mètres. Donc en fonction du début voilà, en du fonction trajet, des phases. le plus haut, ce sera 300. A priori, le plus haut, ce sera 300. Ouais. Et c'est en train de se faire, ça, justement. C'est pas forcément encore gravé dans le marbre pour l'instant. Ouais. Non, pas encore. C'est des choses qu'on teste à Pontoise et qu'on testera en 2024. Effectivement. Et sur l'utilisation, justement, Jean-Christophe Dresse, si je suis en 2024. Alors ce sera un démonstrateur, donc on ne pourra pas le réserver sur via son téléphone, le trajet, ou on ne sait jamais peut-être. Mais en tout cas, le fonctionnement. Combien de personnes à bord? Qui pilote? Forcément un pilote à bord au départ. Ensuite, est-ce que ça se fera à distance? Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un peu de pédagogie sur ces aspects-là? Alors, on parle souvent d'automatisme, d'autonomie, voilà, donc je pense que c'est important de remettre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, nos appareils sont dotés de tous les systèmes possibles pour voler en autonomie, c'est-à-dire en fait sans pilote. Maintenant, quand on fait l'analogie avec les drones aujourd'hui, ils sont télépilotés, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui supervise en fait ce qui se passe. Si jamais il se passe quelque chose, il est toujours à temps de reprendre la main dessus, et c'est ce que la DGAC exige des télépilotes, d'avoir les compétences pour pouvoir faire ça. Même principe que pour un véhicule équipé d'un niveau 3, d'un niveau 4 et plus de conduite autonome. Il y a toujours le chauffeur ou le conducteur à l'intérieur. Donc nous, au départ, il y aura un pilote, parce que la législation aujourd'hui n'autorise pas à emmener des passagers dans un environnement où le pilote n'est pas à l'intérieur de la machine et ne peut pas contrôler de manière directe le véhicule. Et ça, c'est lié directement à la législation, à la certification, puisque même le manche à balai, il est certifié. Donc bon. Et rapidement dans le futur, en fonction de l'évolution du cadre légal, on l'évoquait tout à l'heure ensemble, l'objectif, c'est clairement d'avoir des machines qui vont voler avec 2 passagers à l'intérieur, non plus un pilote mais un passager comme au début. Et donc là, on aura vraiment cette notion de taxi. On arrive à 2, on arrive à Charles de Gaulle, on veut vite aller à Paris parce qu'on a un rendez-vous, on n'est pas un habitué forcément du service. Oui, on dégaine son smartphone, on réserve son vol dessus, on peut sauter dedans rapidement et arriver rapidement à son rendez-vous sans être un consommateur permanent de ce moyen de transport, mais c'est vraiment un moyen de transport supplémentaire dans la chaîne de valeur. Donc ça ferait partie des offres justement au départ d'un aéroport, le taxi volant autonome. Bon, c'est pas demain, mais c'est vraiment, ça fera partie des options offertes aux passagers. Oui, on pense que ça simplifiera, enfin ça offrira une alternative complémentaire à d'autres modes. Ça ne s'appliquera pas partout. Je suis venu cet après-midi en vélo parce que j'habite pas très loin et clairement ça ne sera pas pour ces distances, mais pour des plus longues distances, pour aller à Roissy, effectivement. Après, nous, on n'aime pas le terme de taxi volant parce que c'est pas seulement du transport de personnes, mais il y a aussi de la logistique, il y a aussi du sanitaire. Exactement la question d'après, vous avez raison d'anticiper parce qu'effectivement, c'est aussi cet aspect marchandise où en tout cas, il y a différents usages. Allez-y peut-être pour les aéroports justement. Alors typiquement, l'aéroport du Bourget, c'est souvent, on ne le sait pas assez, mais c'est un aéroport où vous avez énormément de transferts d'organes. Et donc pour transporter un greffon depuis l'aéroport du Bourget vers la ville, ça peut être vraiment important. Et finalement, ça peut sauver des vies. Et donc c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à ce type d'usage et qu'on ne regarde pas seulement l'angle taxi volant, c'est pour nous autre chose.
Jean-Christophe Drey, justement, l'aspect médical, l'aspect transport, logistique, chez Volocopter, là aussi, vous travaillez sur ces aspects-là, ou est-ce que vous, c'est vraiment plus le transport de personnes? Non, on travaille déjà dessus parce qu'en Allemagne, on travaille de manière extrêmement ténue avec ADAC, qui sont les docteurs, les flying doctors, les docteurs volants, puisque le système d'urgence n'est pas le même en Allemagne. Donc là, ils ont déjà anticipé sur l'achat de machines, sur la formation des pilotes, on travaille avec eux sur le training. Et comme le disait Alban, on travaille ensemble ici sur la mise en œuvre de ce service. Donc on travaille ensemble avec les services d'urgence, les services hospitaliers, ce qui paraît faire du sens aussi pour 2024, d'avoir la possibilité de transporter soit un médecin, soit un appareil médical d'urgence de type ECMO rapidement dans un environnement très congestionné. Ouais. C'est la même logique aussi pour vous, Pierre de Châteaubourg et CAPS, ou est-ce que vous êtes plutôt sur le transport de personnes ou évidemment la technologie pourra s'adapter à d'autres besoins? Alors effectivement, nous, notre objectif à terme, c'est effectivement le transport de personnes. Mais surtout, puisque nous, on a cette volonté à être autonome, sans forcément passer par la case pilote, faut bien trouver des applications finalement pour tester la technologie, pour avoir des revenus d'argent, avant d'avoir cette possibilité d'utiliser notre technologie vers notre objectif final. Donc oui, effectivement, on a déjà été contacté, que ce soit par des associations qui veulent utiliser nos technologies pour observer la forêt du haut, que ce soit des ports, des sociétés logistiques. Il y en a du moins qui se posent la question de est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette technologie pour remplacer certains coûts sur des chantiers industriels par exemple. Oui. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'on regarde, mais du fait qu'on n'est pas encore, qu'on est encore en train de développer notre deuxième prototype, qui lui servira à faire des réelles applications, puisque le premier on l'a construit dans notre garage, un peu avec les moyens du bord. On attend d'avoir finalement cette deuxième proof of concept avant d'être vraiment capable d'avoir des applications nous-mêmes logistiques. Alors, approchez bien le micro près de votre bouche parce qu'il y a beaucoup de bruit forcément, c'est samedi, c'est le week-end, il y a beaucoup de monde sur le mondial. Justement sur ce prototype là, il en est où? Il est sorti du garage ou est-ce que vous êtes en pleine réflexion? Alors le premier prototype, lui, il est sorti du garage, il a fait ses premiers vols. Le second, quant à lui, puisqu'il y a cette volonté qu'il soit certifiable une fois qu'il soit construit, aujourd'hui, il est encore en cours de développement sur le papier. On a par exemple un partenariat avec l'ONERA où certains de leurs ingénieurs et chercheurs nous ont aidés à développer la partie motrice de l'appareil pour qu'elle soit certifiable. Aujourd'hui, on s'intéresse par exemple à la batterie. Mais voilà, le nerf de la guerre va être finalement de trouver le financement qui va permettre de pouvoir assembler tous ces composants, d'effectuer les tests, ne serait-ce que des tests dans des grosses souffleries. C'est quelque chose qui finalement, sur le long terme, peut coûter très cher. Et donc, du coup, il y a ce besoin de financement pour finalement considérer qu'on a sorti le prototype du garage et être prêt à le proposer à de tierces entreprises. Oui, évidemment. Peut-être pour rester sur ces aspects très concrets, Jean-Christophe Drey, l'autonomie, les durées de trajet, qu'est-ce qu'il faut imaginer? Alors le Volocity, il est dédié pour réaliser une trentaine de kilomètres. Donc on est vraiment dans des connexions autour de la ville, dans la ville. Oui. On travaille sur une famille d'avions puisqu'on est un fabricant d'avions, donc on ne va pas s'arrêter au premier. Donc effectivement on parle de drones puisque c'est ce qui a été le précurseur du Volocity, drone de fret. Et à partir de 2026, on aura un autre avion qui s'appelle le Volorégion, qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps, et qui lui aura plus d'une centaine de kilomètres de capacité et qui pourra emporter jusqu'à 4 personnes. Donc là effectivement on est soit dans plus de rotation sur des trajets courts, ou sur des trajets plus longs, ou du désenclavement. On est vraiment sur la notion de transport, et c'est pour ça que la RATP travaille aussi avec nous. Effectivement, et ce qui est intéressant, Alban Negret, avec justement votre casquette ADP, c'est de voir cette évolution. Alors voilà, la 380, c'est bientôt fini. Des plus petits avions, électriques, hydrogène, ce type de projet, c'est vraiment ça qui est en train de se passer au sein de votre groupe, de pouvoir accompagner cette évolution? Oui, clairement, nous on s'y est intéressé très tôt parce que c'est les premiers pas vers la décarbonation de l'aérien. C'est le mieux aérien, c'est une transformation de notre industrie. Il faut l'accompagner, ça va commencer par des plus petits appareils, mais on ira ensuite progressivement vers 2035, vers Airbus, l'avion hydrogène, etc. Mais tout ça, ça passe par des premiers pas très pragmatiques. Nous, on est les pieds sur la terre chez ADP, et donc le but, c'est vraiment de commencer très concrètement avec ces petits appareils. Ensuite, on aura du régional, on aura des meilleures connexions entre Paris et d'autres villes de province, par exemple, avec
d'autres types d'appareils aussi, pas seulement ces taxis volants, mais des avions plus conventionnels qu'on va transformer avec de l'électrique, de l'hybride, de l'hydrogène. D'accord. Et quelle est la prochaine étape autour de Pontoise? On a parlé de tout ce que vous avez testé autour des nuisances, en tout cas du bruit et de s'adapter au mieux. Est-ce que c'est justement la hauteur de vol? Quelles sont les prochaines étapes? Alors, prochaine étape, c'est très bientôt, début novembre. L'idée, là, c'est de l'intégrer dans un trafic aérien conventionnel. Très bien. Donc le mettre au milieu d'autres appareils et montrer que finalement tout ça fonctionne très bien ensemble. Donc là, à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Voilà, à 35 km de Paris, faire voler l'appareil de volocoptère au milieu d'autres appareils. Ça, c'est vraiment une étape très concrète. Et puis derrière, les premiers pas, les premières pierres qu'on va poser sur nos infrastructures, les aménagements pour préparer 2024. Eh bien, parfait. On va regarder vers le ciel dans quelques semaines du côté de Pontoise et vous verrez le Volocity de Volocopter qui fera ses premiers tests. Merci beaucoup à vous d'être venu au Mondial de l'Auto, mais on parle mobilité et on parle aussi de ce qui se passe dans les airs parce que c'est une option qui est en train de devenir de plus en plus concrète, on l'a compris, pour Paris 2024. Merci à tous les trois et à très bientôt.